Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci au studio Schmooze. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Nina. Écoute, je suis ravie de t'avoir avec nous pour parler d'un sujet qui te touche, qui me touche aussi et qui touche surtout plus d'une femme sur 8 et leur environnement. Pour commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter et nous parler de ton parcours, pourquoi tu fais ce que tu fais, comment tu en es arrivé là. Alors, tout d'abord, il y a une chose qui est très importante pour moi, tu peux m'appeler Fred, c'est plus simple. Merci Fred. En fait, mon parcours est le suivant. Quand j'étais enfant, je voulais devenir inventeur. Alors, à l'époque où j'étais enfant, parce que ça commence à dater, vu que j'ai une quarantaine d'années, inventeur, ça voulait dire ingénieur. Donc, voilà, j'ai fait comme tout le monde. Je suis parti sur une filière classique avec l'envie d'être ingénieur en me disant comme ça, je vais pouvoir créer des objets, inventer des choses et un petit peu améliorer la vie des gens. Et j'ai eu très rapidement une révélation, on va dire, sous la forme d'un 7,5 de moyenne en maths en terminale S, qui m'a joyeusement rappelé qu'en fait, j'allais pas subir 2 ans de prépa et 3 ans de cycle ingénieur, comme je venais de subir ce premier trimestre, notamment en mathématiques. Je me suis renseigné et il y a quand même un truc qui est très, très, très important, c'est que à ce moment-là, j'ai eu la chance de découvrir le métier de designer. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont accepté ce choix, parce que c'était pas une époque où ce métier est très, très reconnu. Oui. Voilà. Donc, ce parcours-là, je l'ai embrassé. J'ai fait 6 années d'études dans le design. Et puis, au milieu de ce parcours-là, au milieu de différents choix et d'errances, je me suis tourné sur un parcours beaucoup plus technique. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, après 3 années de modelage dans l'automobile et plusieurs années d'imagerie 3D dans l'architecture, je suis infographiste 3D. Voilà. Pour faire simple. Oui, parce que tu fais plein de choses à côté. Voilà. De ce que j'ai pu comprendre au début de notre échange. Avec ce parcours que tu as eu et ce 7,5, est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi, avec tes mots, la douleur ? Qu'est-ce que ce mot t'évoque ? Alors la douleur, c'est compliqué parce que moi j'ai toujours l'impression qu'il y a 2 douleurs. Il y a la douleur personnelle, celle qu'on sent physiquement, qui a une échelle qui nous est propre. Ça peut être de cette petite chose qui reste toute la journée lancinante mais qui est pas très grave et avec laquelle on vit très bien, à quelque chose de très aigu et très invalidant. Mais il y a aussi surtout la douleur des autres. Et ça, c'est une douleur qui est souvent assez difficile à maîtriser, dans le sens où notre douleur personnelle, j'ai presque envie de dire, on vit avec, on arrive à négocier, à travailler avec. Après, la douleur des autres, et surtout pour les êtres qui nous sont chers, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de négociation possible. C'est quelque chose sur lequel on a on va dire une influence très limitée. Et c'est du coup, paradoxalement, presque plus douloureux. D'accord. C'est très touchant comment tu présentes ça, la douleur des autres. Elle est non négociable. Elle est absolument non négociable, puisque
voilà, je pars du principe que dans la vie, quand on est à l'intérieur de son corps, on est en négociation permanente. Il y a des choses qu'on arrive à faire, des choses qu'on n'arrive pas à faire. Bon, on fait un effort, je vais courir un petit peu plus loin, ok, d'accord, enfin, va un petit peu plus loin, reste éveillé un peu plus longtemps, etc. Chez les autres, c'est plus compliqué. On peut accompagner, mais c'est assez difficile de pouvoir prendre ou soulager une part de la douleur de quelqu'un d'autre. Merci pour ça, ce partage. Si je te dis cancer du sein, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça évoque une part de douleur, de questionnement, de direction? Alors, cancer du sein, forcément, c'est quelque chose qui me touche de très près, puisque ma femme, on va dire, elle dit qu'elle n'a pas eu de cancer du sein. Elle dit qu'elle a évité plein de choses, que voilà, c'est une opportunité, etc. Mais c'est quelque chose d'assez fou, parce que moi, je trouve que ça touche à la féminité à un niveau assez... je vais presque dire, c'est dans la définition même de la féminité, et c'est assez violent. Une forme de violence qui est phénoménale là-dedans. Après, cancer du sein, je trouve que c'est aussi une opportunité dans la manière dont Audrey, ma femme, avait vécu ce moment-là. C'est aussi une révélation de tout ce qui ne va pas dans notre vie et qui amène à ce genre d'extrémité. C'est un moment où il y a justement cette négociation permanente qu'on a avec son corps, de dire écoute, je t'écoute pas pendant un petit temps, écoute, aujourd'hui on ira un petit peu plus loin tous les deux, même si t'es pas d'accord. Là, on arrive sur un phénomène qui est non négociable. C'est maintenant, tu vas être à l'écoute de ton corps, tu vas m'écouter parce que c'est une question de vie ou de mort. Ouais. T'as pas voulu écouter pendant des années, maintenant je vais trouver un moyen de te faire comprendre. Voilà. Est-ce que ton écoute à toi, elle a changé justement avec cette annonce, ce parcours? Est-ce qu'elle a changé? Le côté un petit peu, comment dire, espiègle ou un petit peu sale gosse, comme diraient certaines personnes de ma famille, diraient non, elle a pas tellement changé, parce que je pense que j'étais déjà très à l'écoute d'Audrey avant cette annonce-là. Après, il y a une écoute différente dans le sens où il faut essayer de trouver des nouvelles manières de cohabiter. C'est presque un couple qui devient un couple à 3 personnes. Parce que il y a nous deux, il y a nous en tant qu'individus, et il y a aussi, pendant un temps, la maladie. Je dis pendant un temps, parce que ça change beaucoup de choses, mais Audrey a la chance aujourd'hui de très très bien s'en sortir. Mais vraiment, dans l'écoute, je pense que ce qui est très différent, c'est que je pense qu'à mon avis, ça me force à écouter Audrey plus que parfois elle ne peut s'écouter elle-même, encore plus qu'avant. C'est-à-dire que oui, ma femme a changé. Aujourd'hui, il y a physiquement des moments où elle a des limites qui sont, je vais pas dire absolues, mais quand elle est épuisée. Profondément. C'est pas juste, je suis fatigué, ça va aller mieux. Je suis fatigué, je peux pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Et du coup, ça m'oblige moi à être aussi plus attentif à justement à l'arrivée de cette limite qui est parfois un peu plus franche que d'habitude, on va dire. Oui, et ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand c'est notre corps, on arrive, comme tu nous l'évoquais, à négocier avec notre corps, et que les malades, certaines femmes que je vois aussi en accompagnement, peuvent avoir ce côté à se dire mais je vais aller négocier jusqu'au bout du bout, et je trouve que ce rôle de partenaire que tu as, de pouvoir vraiment un peu comme mettre une alerte, un feu orange, en disant voilà, là ta zone orange elle est là, la rouge elle est pas loin, on va peut-être lever le pied ou faire autrement. Et je trouve que cette écoute-là, parfois, même en ayant eu la maladie, on a parfois tendance à vouloir se prouver des choses et pousser peut-être le bouchon. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et puis on vit
tous dans une société ou dans des entreprises, en tout cas, quelque part, on glorifie le fait de pas écouter ce genre de limites. C'est toujours intéressant d'aller un peu plus loin, c'est toujours intéressant d'être un peu plus motivé sur qu'une autre personne sur un projet. Et moi, ce que j'ai apprécié dans ces mois de pause qu'Audrey a pu vivre, c'est aussi ce recul qu'elle a pris justement par rapport à ça. Et je pense que pour nous deux, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a touchés tous les deux, ça a été un espèce de déclencheur pour nous dire cette espèce de prise de recul, il faut la garder, il faut la préserver, il faut essayer d'être justement dans cette écoute de nos envies profondes et aussi de faire attention à ce rythme qui est le bon pour nous et pas de retomber sur un rythme qui est pas forcément naturel chez nous, mais un peu imposé par le mouvement de la société, la famille, la vie, le travail, le fait de vouloir satisfaire à la fois tout et tout le monde et nous-mêmes en même temps. Est-ce que il y a eu tout un parcours, il y a une prise en charge. Aujourd'hui, en France, c'est quand même assez bien rythmé, la prise en charge du cancer du sein. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché, marqué dans sa prise en charge classique, et peut-être qu'elle a eu recours à une prise en charge complémentaire avec des thérapies complémentaires alternatives? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose Alors, ce qui est assez chouette, c'est que on a la chance d'avoir des soignants qui sont en or. Elle a vraiment, à quelques exceptions près, été accompagnée par des gens d'une gentillesse et d'une douceur vraiment phénoménale. Ça, c'est vrai. C'était le cas sur toutes les personnes qui étaient accompagnantes dans son parcours, on va dire, un peu classique. Et après, moi, ce que je vais trouver fou, c'est que son objectif à plein temps pendant tout ce parcours-là, ça a été de prendre soin d'elle au maximum, de faire tout ce qui était possible de faire et de sentir ce qui lui faisait du bien en accompagnement externe. Donc, elle a eu bien entendu des séances de kiné, mais elle a fait aussi de la réflexologie, elle a fait plein de choses autour de ça, et ça lui a encore plus appris à prendre conscience des relations qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de son corps, entre des états d'âme, des états d'esprit, des émotions et son corps. C'est quelque chose qu'elle a vraiment pris à bras, j'ai envie de dire à bras le corps, mais sans mauvais jeu de mots, c'était vraiment le cas. Est-ce que toi, ça a changé ton rapport au milieu médical, par exemple, ou justement à ces thérapies complémentaires? Alors, par rapport au milieu médical, je pense que j'ai vu vraiment beaucoup de douceur, à la fois beaucoup de douceur présente, souvent chez les soignants que ma femme a pu rencontrer tous les jours, puisque y a des thérapies qui sont quotidiennes. Et parfois aussi quand même un peu de brutalité, parce que malheureusement, tous les membres du parcours de santé sont pas forcément tous à même de pouvoir être empathiques, doux, dans un accompagnement qui est vraiment, j'ai envie de dire, en délicatesse. Donc ça, c'est vrai. Après, ce qui est intéressant, c'est que Audrey est quelqu'un qui partage beaucoup. Donc, quand elle va faire une séance de réflexologie, en règle générale, j'ai droit à une séance de réflexologie presque. Tu as le contenu en replay. Et les effets secondaires. Oui, c'est ça. Donc, du coup, elle partage beaucoup. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les relations, tout ce qu'elle a pu découvrir. Et c'était vraiment très, très intéressant. Ça permet aussi des petits moments d'introspection sur soi-même et de se poser des questions. Moi, je pense moi aussi sur aujourd'hui, dans ma vie, qu'est-ce qui potentiellement est similaire à ce qu'elle aurait pu faire avant. Et me dire, attention, est-ce que tu es pas en train de partir sur une trajectoire qui est pas exactement pareille, c'est-à-dire à pas t'écouter, à pas faire attention. Est-ce que tu masques pas justement les signaux d'alerte que t'envoie ton corps aujourd'hui pour te dire, ralentis, t'es trop stressé, tu fais trop de choses. Oui, parce qu'on pourrait se dire, tu es un homme, tu n'auras pas un cancer du sein, mais effectivement, c'est pas les faits, c'est vraiment ce chemin avec son corps qui compte beaucoup aussi. Je trouve que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de moments dans la vie où en fait notre corps, il est là, il est avec nous. Bizarrement, on le connaît depuis toujours, et puis en fait, au final, on l'habite pas vraiment. On n'en prend pas forcément conscience. On se dit toujours, ça va, voilà, oui, ok, aujourd'hui j'ai un petit peu mal là, mais c'est pas très grave.
Et c'est assez rare les moments où on est vraiment en pleine conscience de j'habite mon corps et je sais exactement tout ce qui se passe dedans. Il y a quelques moments, moi, que j'ai vécu qui m'ont fait prendre conscience de ça, et du coup, du fait que la plupart du temps, je l'habite pas vraiment. Et sur cette période de stress, ce qui a été importante derrière, c'était de me rendre compte au travail, dans la vie, dans les moments où on a tous nos petites douleurs, on a tous entre guillemets nos petites pathologies qui nous accompagnent, une entorse cervicale, des problèmes de dos, un genou qui a tendance à craquer une fois de temps en temps. Se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, dans quelles circonstances ça arrive, pourquoi ça arrive. Est-ce qu'aujourd'hui j'étais stressé? Est-ce qu'aujourd'hui j'en ai trop fait, ou est-ce que c'est la semaine qui est comme ça, et puis voilà, sans se dire tiens, demain il va pleuvoir parce que mon genou a craqué. Et justement, tu parles du corps. Le corps de ta femme a changé. Elle a mis en place des choses pour se le réapproprier, comme tu nous disais. Mais toi, est-ce que tu as pu te réapproprier ce corps en allant jusque vraiment cette intimité qui est partage de votre sexualité, de votre vie intime? Comment est-ce que tu vivais ça, cette réappropriation du corps à travers tout ce qu'elle mettait en place pour elle se le réapproprier? En fait, c'est assez compliqué parce que autant j'étais extrêmement admiratif et fier de tout le travail qu'elle faisait pour elle-même, autant j'ai trouvé que c'était, et je trouve que c'est toujours difficile aujourd'hui, moi, de me réapproprier, entre guillemets, son corps en tant que membre d'un couple, avec une forme d'intimité, parce que il y a quand même des traces visibles de la maladie. Son corps a changé, et puis dans son parcours de santé, il y a eu quand même eu des moments, je vais pas dire qui étaient traumatiques, mais qui étaient quand même assez difficiles à vivre, avec des hématomes, des choses qui étaient là, justement des traces visibles de la douleur, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis pas encore tout à fait passé au-delà du stade où me dire aujourd'hui il y a des stigmates, il y a des cicatrices qui sont là. Son corps a changé, oui, effectivement, son corps a évolué. Je ne sais pas si c'est ma délicatesse naturelle, ma peur de lui faire mal, si c'est aussi un petit peu justement ce rapport à son corps qui n'est plus le même. Est-ce que tout ça mis bout à bout, ça crée pas une forme un petit peu on va dire, d'appréhension dans juste le fait d'avoir un contact, de se toucher, ça peut rendre les choses un peu plus, on va dire, délicates. On va dire un peu moins spontanées, en tout cas. Après, une fois de plus, ce qui est très bien, c'est que Audrey me fait beaucoup participer, donc dans sa thérapie, il y avait beaucoup de massages, il y avait beaucoup de soins comme ça, et oui, ça reste toujours agréable de l'aider, de masser, d'être là, dans le contact des peaux, mais il y a une dimension qui reste quand même un peu... Justement, je parlais de négocier, de cette impossibilité de négocier avec la douleur de l'autre. Justement, voir ces stigmates, c'est un peu compliqué parce que... Il y a un souvenir. Oui, peut-être que Audrey est passée au-delà de ça. Peut-être que pour elle, c'est devenu son corps aujourd'hui. C'est le signe que justement elle est passée à autre chose. Peut-être que pour moi, je suis encore trop dans le souvenir du fait que, justement, c'est une trace visible du souvenir de cette douleur. Et que moi, je suis pas passé outre à ce stade-là, en fait, simplement. Est-ce que tu penses que c'est peut-être encore un peu frais, parce que ça fait pas longtemps? Je pense que c'est encore un peu frais. Je pense que c'est encore un peu difficile pour moi, clairement. C'est assez délicat parce que, en fait, en plus, c'est fou, mais le cancer du sein, c'est entre guillemets affreux puisque ça touche un des signes forts de la féminité. Et en plus, dans l'histoire personnelle d'Audrey, quelque chose qu'elle avait du mal à s'approprier. Justement, sa poitrine, ses seins, dans son histoire, dans son rapport à la féminité. Et se dire qu'aujourd'hui, elle a été obligée de vivre un cancer pour se l'approprier, c'est un peu étonnant, on va dire. Enfin, c'est presque douloureux quelque part, de mon côté pour moi. Et ça... Moi, je pense que c'est une tristesse qui est un peu difficile à surmonter, je pense. Avec tous ces mots, est-ce que la vision de la femme pour toi a changé? Alors,
Audrey n'est pas la première femme de mon entourage à avoir survécu on va dire, à l'épreuve d'un cancer du sein. Parce que aujourd'hui, c'est plus une épreuve qu'une maladie vraiment incurable à 100%. Moi, ce que je trouve dans cette féminité, c'est pas une féminité de survivante, mais la plupart des femmes que je rencontre qui ont traversé ça sont des femmes qu'on croise souvent tous les jours, mais d'un autre côté, elles ont toujours ce côté un peu badass d'avoir vécu un truc qui les a rapprochées encore plus de qui elles sont vraiment. Aujourd'hui, ma femme, elle est vraiment féminine dans le sens où elle a plus le temps de se poser de questions et d'aller voir les autres et de se dire je vais faire ce qu'il faut pour être dans ce que tu attends. Non, elle a vraiment décidé d'être elle-même. Et en ça, je trouve que c'est une féminité qui est assumée, libérée. Ouais. C'est vraiment libérée parce que dans le sens où je pense que sa féminité, elle l'assumait déjà avant, mais là maintenant c'est vraiment. C'est beau ça. J'ai pas grand-chose à faire de ce que vous pensez de moi. Donc une femme qui s'assume et qui se libère, c'est vraiment un beau chemin en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a rien de plus séduisant que l'assurance. Je pense que là, pour le coup, c'est vrai. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux hommes qui, comme toi, ont une partenaire qui vit cette épreuve ou qui l'a vécue? Je pense que déjà, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment un terme que j'ai envie enfin, vraiment quelque chose que j'ai envie de partager à beaucoup d'hommes, dans le sens où, pour plein de raisons, sur plein de sujets, on n'est pas tout seul. Dans le sens où des hommes qui ont eu des compagnes qui ont vécu des cancers du sein, techniquement, il y en a plein. Voilà. Et si vous vous sentez assez seul, si dans la partie de traitement, il y a des moments qui sont difficiles, essayez de trouver des gens qui ont traversé ça pour partager simplement. Et après, il y a vraiment autre chose. C'est un moment difficile, ça va être très dur. Juste à certains moments, ça va vous paraître très très compliqué. Mais c'est aussi une chance de vraiment vraiment être à l'écoute de sa compagne et aussi de soi-même dans ces moments-là. Ok, oui, c'est sûr, il y a un petit peu d'oubli de soi pendant la période de traitement, puisque... le rôle de l'aidant, il prend une place... Ouais, c'est ça, il faut être là, il faut être aussi un peu solide. Mais c'est un moment privilégié, c'est un moment de la vie de couple qui est vraiment privilégié dans le sens où... Là aussi, c'est pareil. Il y a peut-être un moment où il n'y a plus de faux semblants. Si votre compagne est en plein travail sur qu'est-ce que je ressens, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ma vie maintenant, ou simplement le bon vieux questionnement, j'ai peur de mourir, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, et est-ce que je suis satisfaite de ma vie? La question n'est pas forcément est-ce que je suis satisfaite de ma vie avec mon compagnon, mais simplement qu'est-ce que j'ai envie de faire pour qu'elle soit vraiment ce que j'attends de la vie. Et c'est aussi un bon moment aussi pour soi de poser cette question et d'aider sa femme et soi-même à se dire en fait, est-ce que je suis réellement heureux là dans ce que je fais tous les jours, en règle générale, on est quand même si c'est difficile, assez heureux d'être avec sa compagne, surtout, quand je dis assez difficile, c'est surtout dans ce moment-là, mais c'est vraiment la question de se dire qu'est-ce que je veux faire pour les 20, 30, même 50 prochaines années qu'on va vivre tous les deux. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce que là, l'avertissement est suffisamment clair pour qu'on change? Et si je te dis canapé, ça te fait penser à quoi? Canapé. Moi, ça me fait toujours penser à une sieste du week-end, tranquille, en règle générale avec un chat qui vient râler parce que tu m'as pas attendu pour faire la sieste. Voilà, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à tout simplement ces soirées de tous les jours où on est à deux après manger, à lire un livre. Malheureusement, le plus souvent en ce moment, à être sur nos téléphones un peu loin l'un de l'autre. Mais
Mais aussi, voilà, juste ces moments du quotidien. Tu te poses. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Fred, pour ce moment de partage. C'était vraiment un plaisir de t'écouter, de partager ça en tant qu'homme. Eh ben, merci Nina. Merci pour toutes ces questions qui ont aussi le mérite à un moment donné de se dire réellement ce qu'on a au fond de soi et qu'on ne trouve pas forcément le temps de se dire réellement. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous serons ravis de répondre à tout ça. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. Merci au studio Schmooze. À bientôt pour un prochain épisode. Libère des mots.